Messieurs, mesdames, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais raconter un peu de mes expériences avec la construction et utilisation d'un phosphoroscope basé sur le concept original d'Edmund Becquerel. Il y a 50 ans que j'étais stagiaire postdoctoral au commencement de ma carrière scientifique. Au début, avec le soutien de Steve Geige, je travaillais à l'Institut Fritz Haber à Berlin, Dahlem. Bien que ma thèse s'agissait de l'électrochimie, j'avais décidé de commencer à travailler en plus dans le sujet de photophysique parce que j'étais très impressionné avec le travail de la groupe de Gerd Faubel sur les cristaux moléculaires, à savoir les composés aromatiques tels que anthracène et tétracène. Dans le cadre de nos études, on a construit un phosphoscope. Alors, un peu d'histoire de Edmund Becquerel et de moi. Alors, comme vous le savez, certains matériaux chimiques brillent dans l'obscurité lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Ce processus, qui implique des états excités de longue durée, est connu sous le nom de phosphorescence. Voici le diagramme d'énergie pour un phosphore anorganique typique, par exemple le sulfure de zinc dopé avec cuivre ou avec manganèse. On peut choisir les dopants différents pour obtenir des couleurs différentes. Nos intérêts étaient axés sur les cristaux moléculaires comme anthracène, purène, tétracène, etc. Dans ce cas, la multiplicité de spins des états excités est très importante. Les transitions entre les états d'une même multiplicité sont autorisées, alors que les transitions entre états de multiplicité différentes sont interdites. Par conséquent, l'état excité S1 peut se décroiser rapidement, ça veut dire en nanosecondes, à S0 en émettant de la fluorescence. Parce que la transition de T1 à S0 est interdite, la décroissance de la phosphorescence est beaucoup plus lente, alors millisecondes à secondes. Edmund Becquerel a développé le concept du phosphoroscope vers 1857. On peut découvrir une description dans un magnum opus, La lumière, ses causes et ses effets. Il existe dans les musées scientifiques internationaux beaucoup d'exemples d'un instrument fabriqué par Dubosc à Paris. Voici un exemple qu'on peut voir dans le superbe musée des arts et des métiers à Paris. Mon collègue Daniel Lanko m'a recommandé ce musée et je dois dire que c'est vraiment fascinant. Voici une description qui explique comment fonctionne un phosphoroscope. Alors, le phosphoroscope est un appareil permettant de recevoir dans une chambre noire la lumière émise par phosphorescence, sans que la lumière excitatrice parasite l'observation. Alors, c'est le DDD. Les beaux exemples que j'ai montrés étaient entraînés à la main. Aujourd'hui, on utilise un moteur électrique pour atteindre des taux de rotation élevés. Donc, un peu d'histoire. 1969, j'ai reçu le PhD à l'université de Southampton. 1970, 75 à Berlin, j'ai travaillé à Berlin, à l'Institut Fritz Haber, dans le groupe de Gerd Faubel, recherche sur les propriétés électriques et optiques des cristaux moléculaires. Voici le principe d'un phosphoroscope basé sur un cylindre rotatif. L'échantillon peut être refroidi dans l'azote liquide dans une fiole d'eau avec des fenêtres optiques. Le principe est illustré ensuite. Lorsque le cylindre interne tourne, l'ouverture avant s'ouvre en laissant entrer la lumière d'excitation. L'ouverture arrière est fermée en ce moment-là.
Au fur et à mesure que le cylindre tourne, l'ouverture avant se ferme et après un court délai, l'ouverture arrière s'ouvre. Cela empêche la lumière d'excitation d'atteindre le détecteur, normalement très sensible par exemple à un photomultiplicateur. Pour mesurer des courtes durées de vie de phosphorescence, il est nécessaire de faire une rotation très rapide. Notre vitesse de rotation maximale était de 250 Hz, soit 15 000 par minute. À titre de comparaison, le régime maximal des voitures de course de Formule 1 est également de 15 000 par minute. La mesure du spectre d'absorption S0 au T1 directement est presque impossible car l'absorption est très faible. Donc, on a utilisé un système host-guest comme ici. Après excitation de S0 à T1 de Cruzen, l'énergie est transférée par les excitants triplés de l'hôte aux molécules invitées, ici pyrène. Le transfert est très efficace, de sorte que seules de petites quantités de pyrène sont nécessaires, 0,1%. Les excitants triplés sont piégés aux molécules invitées et la phosphorescence à longue durée de vie peut être mesurée en fonction de la longueur d'onde d'excitation S0 à T1. De cette façon, le spectre d'absorption S0T1 est obtenu. Les excitants triplés peuvent également se déplacer dans les solides vitreux. Le transfert est plus long que dans un cristal moléculaire, mais toujours très efficace. La benzophénone est une excellente matrice active car il fond à 49 degrés et peut être refroidi rapidement pour former une phase vitreuse. À gauche, on peut voir le diagramme d'énergie pour naphtaline. La durée de vie de l'état S1 est près de 100 nanosecondes. Pour l'état T1, c'est plus de 2 secondes. Dans ce cas, l'efficacité quantique de la phosphorescence est seulement 5% parce que la réaction sans rayonnement est préférée. Par contre, la benzophénone ne présente aucune fluorescence parce que toute l'énergie est transférée à l'état triplé. En ce cas, l'efficacité quantique de la phosphorescence est 90%. Alors, nous avons utilisé le phosphoscope pour étudier l'extinction de la phosphorescence de la benzophénone par des triplés invités de longue durée, alors naphtalène, pyrène et conronène. Le mécanisme prédominant à faible intensité est la capture des excitants triplés par les molécules invitées. À des intensités élevées, l'annihilation de triplets hôtes et triplets invités entraîne la fluorescence retardée de la molécule invitée. Voici deux diagrammes de la publication originale. On peut voir comment le phosphoscope a été utilisé dans cette étude. Donc, c'est la fin de la courte histoire de mon voyage personnel avec le phosphoscope de Becquerel. Nous avons eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Merci de votre attention.